Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler du deuxième de la conférence Ouest, les Memphis Grizzlies. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de QBasket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, vous en avez pris l'habitude, quand arrive la deuxième partie de l'année, on aime bien vous faire des focus sur les équipes pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les différentes équipes et puis comment elles fonctionnent. Donc c'est des podcasts qui sont généralement un petit peu longs, on essaye de revenir sur ce qui nous plaît autour de ces équipes. Et aujourd'hui, on va donc vous parler de Memphis. Et donc, on est avec Paul pour vous parler de Memphis. Comment ça va, Paul ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. On a passé la période du All-Star Game. Donc, on va pouvoir recommencer à voir des matchs de basket. Toi, ça te hype un peu le All-Star Game d'ailleurs ou pas ? Bah, de moins en moins. Déjà que ça me hypait pas beaucoup, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Enfin, tu peux pas revenir avec le même format et tout. Et pourtant, ils essayent de changer, mais on se rend compte que ça marche pas. Donc, je pense qu'il faudrait faire un gros changement. Et pas juste des petits changements en mode, ouais, on fait des équipes de 8 ou je sais pas quoi, comme ils ont fait là. Je pense qu'il faudrait un gros changement, mettre un coup de pied dans la fourmilière pour vraiment changer et faire un truc qui plaît à tout le monde, quoi. Moi, j'ai regardé un petit bout des matchs. J'ai trouvé que c'était pire que jamais. Parce qu'au final, t'étais dans un truc où il y en avait 2-3 qui avaient un peu envie, donc t'avais même plus le côté hyper spectaculaire d'avoir des tirs du milieu de terrain, des dunks un peu fous. Et en même temps, il y avait quand même pas d'intensité. Les pauvres, ils ont tenté un truc et c'était pire que tout, quoi. C'est catastrophique, quoi. Ah C'est ouais. triste. Bah ouais, c'est un peu triste parce que c'est vrai que... Alors je sais pas depuis combien de temps vous regardez le basket, mais moi quand j'ai commencé à regarder le basket, c'était vers 2003, 2004. Alors à l'époque, je voyais ce que j'arrivais à voir sur un terrain, mais le All-Star Game, c'était un moment cool, quoi. Tu vois, c'était un moment où vraiment on attendait quand même ce match-là. Et j'ai trouvé que cette année, alors ça fait quelques années qu'on n'en a pas grand-chose à faire, mais alors j'ai vraiment trouvé que cette année, personne n'en avait rien à foutre, quoi. Tu vois, Ouais. c'était quand même Ouais, mais parce que assez c'est lié au marquant. format, quoi. Au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre, quoi. Bah ouais, je pense qu'effectivement, tout le monde a compris que c'était pas si intéressant que ça et que du coup... il n'y a pas grand-chose à en dire. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet un peu plus intéressant. On va vous parler donc de Memphis, les Grizzlies qui sont deuxième de la conférence Ouest, qui font une superbe saison. Et ça fait un petit moment, Paul, qu'on veut faire ce podcast. Je crois qu'il a dû être décalé au moins 2-3 fois. Je crois que ça fait 3 ans qu'on veut en parler des Grizzlies 2025. Ouais, je Mais crois aussi, ouais. on en parle enfin, ouais. Ouais, on a eu les décalages avec notamment la trade deadline qui a été un peu dingo. On a essayé de vous proposer quelque chose d'un peu dense pour la trade deadline. On est super content. Vous avez répondu présent, vous avez écouté les podcasts, vous avez fait des retours, donc c'est super cool. Mais donc on repart sur les Memphis Grizzlies. On va faire ce que vous avez l'habitude d'entendre un peu chez nous, c'est-à-dire une sorte de ping-pong. Tour à tour, on va donner des points qu'on a envie d'évoquer autour de cette équipe qui fonctionne plutôt bien. Et puis ça permettra un peu de tracer ce qu'il y a à voir sur cette équipe de Memphis et puis pour vous donner un petit peu notre avis là-dessus. Paul, si je te proposais de démarrer et de donner ton premier point, ça te va ou pas ? Ouais, allez. Eh ben allez, je te laisse la main. Mon premier point, je pense que ce serait un focus sur Jaren Jackson Jr. Ok. Moi, alors, on avait fait un podcast en début de saison où on parlait des 6 joueurs à suivre et on avait parlé de Jaren Jackson Jr. Et franchement, c'est vrai qu'on a été un peu dur parce qu'il sortait quand même d'une série Alors, il sortait d'une saison très compliquée individuellement et aussi collectivement en termes de blessures à Memphis parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais il sortait aussi d'une série de playoffs contre les Lakers où il s'est bien fait dominer par les LeBron et surtout Anthony Davis, quoi. Donc, il y avait des interrogations sur Jaren Jackson Jr. Et franchement, je trouve qu'il fait une saison mais superbe, quoi. Il est vraiment... on savait que c'était un des meilleurs défenseurs de la ligue, mais il est en train de s'afficher comme un top 3, top 5
défenseur vraiment tous les ans limite. Et il progresse sur certains aspects en défense. Je trouve qu'il fait quand même moins de fautes. Alors, du coup, il y a moins de dissuasion peut-être. Il va moins au contre. Je crois qu'il fait 2 fois moins de contre que l'année où il est depoy. Mais je pense pas qu'il soit moins impactant en défense, globalement. Après, on en reparlera plus tard de la défense de Memphis. Mais c'est vrai que c'est un peu le seul à avoir un profil défense élite dans ces Grizzlies. Il y a des mecs qui peuvent défendre, mais il n'y en a aucun qui s'approche d'un niveau All Defensive Team à part Jaren Jackson Jr. Donc, en défense, franchement, il y a presque rien à dire. Il fait quand même encore un peu de fautes. Un peu trop de fautes pour un joueur de son calibre. Il va pas assez au rebond. Ça se voit pas trop dans les ratings parce qu'il joue souvent avec Zach Edey. Mais je trouve que quand Zach Edey joue pas, j'aimerais quand même que, tu vois, individuellement, ils prennent un peu plus de rebond. Mais alors, on enregistre ce podcast 2 heures après l'annonce de Wemby qui est out pour la saison. Moi, je pense que derrière, ou même devant pour certains, le depoy, c'est peut-être Jaren Jackson Jr. Moi, je dis pas que je le mets depoy à l'instant T. Il y a quand même encore 2 mois de régulière. Mais en tout cas, il est dans la discussion, je pense, pour un top 3, top 5 cette année dans le depoy, quoi. Et offensivement, bah moi, j'aime beaucoup la version 2025 de Jaren Jackson Jr. Alors, il y a toujours certains défauts, comme le fait que sur drive, il passe que très peu, il perd beaucoup la balle. Je pense qu'il y aura jamais de playmaking, il y a que très peu de passing, donc c'est un peu dommage. C'est ce qui fait aussi qu'il est un peu limité. Et je pense qu'il sera aussi limité dans certaines hautes sphères de playoff si tu lui donnes trop de responsabilités. Parce que c'est quand même important d'avoir du passing, de pas trop perdre la balle. Mais au final, on a un joueur qui, sur drive cette saison, est devenu ultra adroit, quoi. Genre, c'est assez impressionnant. Sur short mid, il a une superbe adresse. J'ai pas les chiffres là, mais je sais qu'il a une superbe adresse. C'est un joueur qui a réussi à trouver un peu son move particulier, c'est-à-dire en fait, il drive face à un joueur ou alors avec un pick et il va prendre son short mid de manière un peu rapide à chaque fois dans l'exécution, mais son short mid il rend un peu plus que 50% de la moyenne, quoi. Donc là-dessus, il est en train vraiment de devenir presque excellent sur le scoring. Maintenant, il n'y a pas non plus un volume exceptionnel. Mais voilà, on a un joueur qui a été All-Star. Et moi, je ne serais pas étonné qu'il soit All-NBA Team cette saison aussi. Jaren Jackson Jr. Et je pense que c'est le meilleur joueur sur le terrain sur ce début de saison. On parlera ensuite de Ja et Desmond Bane. Mais je pense que c'est lui le meilleur joueur. Alors, c'est aussi celui qui joue le plus, mais pas forcément en termes de minutes par match, mais parce que Ja a loupé des matchs. Mais je pense que il est peut-être en train de s'installer en tant que patron de ces Grizzlies, même si oui, le patron, ce sera toujours un peu Ja Morant. Mais Ja Morant, on va en parler, mais il y a des trucs un peu décevants. Et cette année, Jaren Jackson Jr., il étonne son monde, quoi. Je crois que je vous avais mis un matin pour rigoler. On a une conversation avec Q-Basket pour rigoler. J'avais dit, est-ce qu'on s'est pas trompé sur le franchise player de Memphis et est-ce que c'est pas Jaren Jackson? Bon, c'est une boutade, mais effectivement, tu parles du short mid là sur l'attaque. T'as raison, hein, je regardais les stats en même temps. Il est 85e percentile sur l'efficacité sur short mid, 52% de réussite au tir. Et effectivement, il a un rôle important en attaque. T'as donné 2 points sur son apport. Moi aussi, Jaren Jackson faisait partie des points que je voulais citer. T'as mis 1 point sur la défense, 1 point sur l'attaque. On peut peut-être se le départager en 2 pour se passer la parole. Moi, je suis hyper étonné de sa saison. Pour moi, il faisait partie un peu de ma blacklist, tu vois, des joueurs de la NBA, parce que j'avais vraiment pas aimé sa saison dernière. Défensivement, sur le premier point, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que son rôle, en fait, a profondément changé. Et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. L'année dernière, les 2 dernières années même, il était beaucoup utilisé dans un rôle de poste 5. Effectivement, assez proche du cercle et beaucoup dans la dissuasion. Et c'est vrai qu'il a des qualités athlétiques incroyables. Ça, on le sait depuis qu'il arrive en NBA, parce qu'il a une longueur de segment qui est exceptionnelle et qui est couplée à un peu de force et de la mobilité qui lui permet d'être très très bon sur la dissuasion près du cercle. Et moi, je trouve qu'il y a eu un changement structurel important sur sa défense cette saison. C'est qu'en fait, il est plus passé poste 4 et on le mobilise plus sur sa polyvalence. Et notamment sur sa mobilité. Donc il s'est effectivement un petit peu éloigné du cercle. Mais par contre, on met beaucoup en avant sa capacité à faire des choses différentes sur le terrain. Là où, par le passé, on se concentrait, moi je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais là on se concentrait par le passé quand même beaucoup sur sa protection de cercle.
Et effectivement, là-dedans, ben, il émerge comme en fait n'étant pas simplement un gars qui est très fort sur la protection de cercle, mais qui peut avoir tendance à faire trop de fautes, qui est très bon sur la protection de cercle, mais qui prend pas beaucoup de rebonds. Et en fait, on a essayé de compenser ces défauts-là un peu structurels en le passant en poste 4 et en s'appuyant sur sa polyvalence. Et moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal ce truc-là. Ouais, mais est-ce qu'il joue vraiment plus poste 4? Bah, en tout cas, déjà, il démarre les matchs poste 4. Il Ouais. termine un peu parfois. Et je trouve que du coup, il y a des séquences où on met plus en avant son côté polyvalent, quoi. Mais t'as raison, Ça, il y je a suis encore d'accord, ouais. beaucoup de Mais séquences je en sais ça, pas quand si même. c'est vraiment lié au fait que il joue plus poste 4, mais je suis d'accord avec toi, ouais. Sur la partie, sur la partie offensive, je trouve que l'évolution de Jaren Jackson, elle est vraiment, tu vois, hyper intéressante. Parce que, en fait, il est passé d'un truc où l'année dernière, il avait un haut volume, une faible efficacité, dans un rôle assez marqué de poste 5 fuyant. Et son passage, avec quand même pas mal de minutes, quand même, hein, mine de rien, avec Zakidi ou avec un deuxième grand, le fait jouer plus souvent en poste 4. Et en fait, là où je trouvais que l'année dernière, il était beaucoup mobilisé sur, comme je te dis, tu vois, sur le fait d'être un 5 fuyant. Aujourd'hui, il est beaucoup plus mobilisé sur de l'attaque de mismatch et sur sa puissance intérieure. Et on le voit jouer vraiment pas mal de post-up et essayer vraiment de se rapprocher du cercle. Et en fait, le short mid qu'on voit, c'est pas trop du short mid hein, sur du face-up. Moi, je trouve que c'est plutôt du short mid sur du post-up qui finit avec du bras roulé. Et en fait, là où je le trouve étonnant, et alors je sais pas si toi tu l'avais situé, mais moi je l'avais pas forcément situé avant, bah, c'est sa capacité à être efficace sur le post-up en fait. Ouais, mais moi je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de face-up avec Jaren Jackson Jr. Et justement, je trouve que, alors c'est vrai que sur post-up, il progresse et c'est cool parce qu'il montre que, bah, même dans c'est quoi, c'est sa 6e saison. Même dans sa 6e saison, il peut progresser sur un aspect du jeu où au final, c'est quand même dur de progresser au bout d'un certain temps sur post-up en NBA, même si t'en as qui le font. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Mais je sais pas, je vais voir les chiffres, j'essaie de voir les chiffres, mais je sais pas si vraiment il fait beaucoup plus de post-up. Et pour moi, c'est parce que dans ma tête, moi, il faisait quand même Non mais beaucoup t'as de raison. face-up quoi, sur cette saison. Oui non mais t'as raison. Pour moi en fait la grosse différence c'est que je dis post-up mais je mets un peu trop je mets un ensemble en fait quand je dis du post-up je veux dire du jeu au poste. Alors après que ce soit post-up donc dos au panier ou face au panier, ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a pas beaucoup de short mid qui sont sur des short rolls. C'était dans ce sens là que je voulais le dire. Mais ce que je veux avancer c'est l'idée qu'il est beaucoup plus autonome je trouve offensivement tu vois. Moi je trouvais que la saison dernière il dépendait pas mal en fait de ce qui se passait autour de lui quand c'était fonctionnel et notamment pas mal avec du shoot. Et cette année, bah, moi je le trouve pas mal mobilisé sur une forme d'isolation qu'il ramène souvent près du poste. Alors face-up ou post-up, t'as raison, il y a beaucoup de face-up. Hein. Tu vois, je regardais là, dans l'après-midi le match contre les Clippers et il attaque Harden plein de fois en face-up, donc t'as complètement raison. Mais l'élément qui me semble important, c'est plus autonome, plus d'isolation et un peu plus proche du cercle ou sous la ligne à 3 points. Malgré le fait qu'il joue moins souvent poste 5 qu'il ne pouvait le jouer l'année dernière. Et je trouve que c'est, tu vois, une transition assez intéressante et à laquelle je m'étais pas vraiment attendu, tu vois. Ouais, et tu vois, là, j'étais en train de regarder les chiffres, mais en fait, il a multiplié par 2 son nombre de drives, pas par rapport à l'année dernière, mais par rapport à 2022-2023. Et je pense qu'en fait, les drives de Ja Morant, c'est lui qui les a pris, parce que Ja, il drive quand même un peu moins qu'en 2022-2023, parce qu'il y a aussi plus de monde dans l'attaque à faire, à qui donner les ballons. Donc ouais, ils ont un peu remplacé dans l'offense les drives de Ja Morant par les drives de Jaren Jackson Jr. Et honnêtement, bah, après, bon, le problème, c'est qu'il est peut-être pas si efficace que ça, parce qu'il n'y a pas de passing. Mais il est quand même très efficace, je trouve, en termes d'adresse, sur ses drives, sur du face-up notamment, quoi. Bah, c'est sûr que la partie création pour les autres, c'est clairement la chose qu'il aura jamais, tu vois, je pense. Mais du coup, je trouve ça super intéressant, tu vois, de l'utiliser plutôt dans de l'attaque de cercle autonome, plutôt que dans un deuxième maillon de chaîne après une première initiation, tu vois, où il profitait un peu par le passé d'une sorte, tu vois, de jeu un peu sur short roll, où parfois, effectivement, on pouvait attendre de lui qu'il crée un peu pour les autres, mais c'était très dysfonctionnel. Et je trouve que le coach a fait j'ai mangé le nom du coach. Si tu arrives à le retrouver, je veux bien. Mais Taylor Jenkins. Charles Jenkins, merci. Je trouve qu'il a fait un super rôle. Taylor Jenkins. Taylor Jenkins. Je trouve qu'il a fait un super rôle pour le recentrer sur en fait un rôle offensif qui est fonctionnel plus, tu vois. Parce qu'en fait,
la fréquence de ce qui sait mal faire a fortement diminué. Et pour moi, un élément important là-dessus, c'est quand même son passage plus régulier en poste 4 avec un autre grand. Sur ces passages-là, je trouve quand même qu'ils essayent de vachement insister sur son avantage de puissance et de taille pour justement le mobiliser sur post-up, face-up et sur ce jeu d'isolation, quoi. Ouais, ça là-dessus, on est d'accord. Tu vois, il y a d'autres choses à dire sur Jaren Jackson Jr. ou pas? Non, après on en reparlera quand on parlera de choses un peu plus collectives, mais pour l'instant, je pense qu'on a fait un bon tour. Juste, je m'étais noté un truc, alors qu'effectivement son volume de position poste 4 est monté, sa fréquence à 3 points est restée la même que l'année dernière, et c'est sa plus basse en carrière. Donc ce qui montre aussi leur volonté de jouer grand et de jouer à l'intérieur avec les deux grands assez régulièrement pour le coup. Je prends la main, je te donne un deuxième point. Allez, Allez, moi, il y a un truc dont je voulais parler, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce qui se passe dans cette équipe, c'est la répartition des ballons entre Desmond Bane et Ja Morant, notamment sur le jeu demi-terrain, où j'attendais beaucoup de cette saison parce que depuis 2 ans, Desmond Bane a quand même pas mal été mobilisé pour qu'il puisse, tu sais, progresser sur sa création balle en main. Ce qui est un truc qu'on essaye souvent de faire quand il y a des joueurs blessés ou quand il y a du développement de joueurs. Et moi, tu vois, j'ai jamais trouvé ça exceptionnel ou vraiment très prometteur, en fait, le jeu de Desmond Bane en tant que créateur demi-terrain. Et du coup, je m'attendais à ce qu'avec le retour de Ja Morant, en fait, son usage diminue grandement et à ce qu'il soit moins mobilisé sur demi-terrain. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est quand même que dans la réalité, cette saison, à partir du moment où Desmond Bane va avoir un mismatch, clairement, ils n'ont aucun souci à faire en sorte que l'attaque demi-terrain, elle soit portée par Desmond Bane sur ce mismatch. Alors, ça se traduit au travers de quelques stats. Déjà, son usage, qui était de 27% l'année dernière, est descendu un peu, mais reste quand même plus haut que ce qu'il avait avant l'époque avec Ja Morant. Je crois qu'il est autour de 23% d'usage. Il a un très bon pourcentage d'assists qui montre aussi sa volonté de créer pour les autres. Il a 24% d'assists, mais je trouve surtout que sur le demi-terrain, il est vraiment utilisé comme un porteur de balle qui va venir apporter du danger avant tout par le scoring en fait. En témoigne sa très bonne adresse sur le long mid. Memphis, c'est pas une équipe qui tourne énormément de pick and roll, mais je trouve que quand ils en tournent, c'est quand même beaucoup autour de lui. Et il a cette capacité à avoir le pull-up sur le long mi-distance et le pull-up à 3 points qui le rend quand même dangereux et qui en fait est sans doute plus dangereux que ce que faisait Ja Morant avant qu'il se blesse, où on avait quand même identifié, notamment dans la série de playoffs contre les Lakers il y a 2 ans, que les difficultés au tir de Ja Morant créaient un vrai problème de création demi-terrain pour cette équipe de Memphis. Et je trouve ça super intéressant de voir qu'ils ont essayé de partir un peu sur autre chose cette saison. Alors, il y a plein de choses à dire sur l'attaque demi-terrain, mais notamment sur le fait que cette attaque un peu standard qui initialement était portée par Ja Morant demi-terrain, eh ben, je trouve qu'elle est quand même pas mal portée par Desmond Bane, moi, cette saison. Je sais pas ce que tu en penses de ça. ouais, je pense qu'il y a. Alors, dans un premier temps, il y a le fait que Desmond Bane, c'est un joueur assez sous-coté en NBA, parce qu'on se rend compte que quand tu lui donnes un certain volume de jeu, bah en fait, là, t'as une espèce d'efficacité quand même qui suit Ouais. sur du scoring, et notamment sur drive. Moi, je trouve que c'est quand même un très bon driver. Malgré le fait qu'il est un peu limité physiquement, qu'il a des petits bras, c'est un très bon driver. Deuxième chose, je pense qu'ils ont donné plus de responsabilités à Desmond Bane parce qu'ils se sont rendus compte aussi du fait que Ja Morant a un peu régressé cette saison. J'avais fait un tweet il y a le 28 janvier, là je viens de le retrouver, Ouais. où en gros j'avais dit dans le tweet que les stats de Ja Morant sur pick and roll en tant que porteur de balle avaient vraiment baissé par rapport à la saison 22-23, sur le fait qu'il est quand même moins adroit et il perd beaucoup plus la balle donc je vais pas donner les chiffres parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais voilà, il est moins adroit qu'en 2022-2023 et il perd beaucoup plus la balle. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est lié, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que Ja il était plus aussi dominant qu'avant. Et c'est un peu dommage, mais ça peut se comprendre aussi, parce qu'il jouait beaucoup sur ses qualités athlétiques. Mais je trouve Ja, il a un peu moins de toucher qu'avant, et je trouve ça un peu dommage. Et je pense que c'est un peu problématique notamment dans la projection qu'on peut faire des Grizzlies sur les playoffs, mais on va en parler après.
Parce que tu vois, sur short mid, enfin, son adresse au cercle, elle est passée de 62% à 59% par rapport à 2022-2023. Donc c'est pas dramatique, mais ça reste un mec qui finalement a jamais dépassé les 45% sur short mid. Tu vois, il a pas tant de toucher que ça. Et je pense que ça se voit aussi cette saison. Et évidemment, bah, l'adresse à 3 points et l'adresse sur les longues mid, elle a jamais suivi quoi. En carrière, en début de carrière, tu vois, sa saison rookie, il était à 35% à 3 points. Cette année, il est à 34, donc ça va, il y a pire, mais ça reste sur un petit volume. Donc, ouais, je pense que le fait qu'il est plus responsabilisé, Desmond Bane, vient aussi des limites un peu intrinsèques de Ja Morant qu'on voit de plus en plus en attaque, quoi. Ouais, effectivement. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que on avait vu des brides aussi, parce que là, tu parles beaucoup notamment de ce qui faisait la force de Ja Morant, à savoir la précision près du cercle qui est en baisse. Mais on avait déjà identifié sa difficulté en fait à vraiment, tu vois, apporter du danger sur le pic, parce qu'en fait, tu pouvais clairement passer sous l'écran et que ça créait un espèce de jeu offensif à l'arrêt. Et effectivement, je trouve que la mobilisation de Desmond Bane sur demi-terrain vis-à-vis de ça est plutôt assez fonctionnelle. Euh, En plus, tu vois, moi, j'avais pas identifié. Tu vois, pour moi, Desmond Bane, sur le passing, c'était pour moi un joueur, tu vois, vraiment moyen plus. Et je trouve que cette saison, il y a des brides sur le passing qui sont assez intéressantes. On est assez loin d'un joueur élite hein, sur la passe. Mais je trouve qu'il y a un panel de passes qui est plutôt intéressant. Je trouve que sur tout ce qui est le jeu sans ballon, la capacité qu'il a à attraper et passer, je trouve qu'il arrive à trouver mine de rien, des passes qui sont assez sympas, notamment des skip passes parce qu'ils ont un jeu de mouvement qui est assez intéressant et souvent lui se retrouve dans des flare screens au-dessus de la ligne à 3 points, il va attraper le ballon, poser un dribble soit pour attaquer le cercle et là-dessus je trouve qu'il arrive à trouver des passes qui sont assez intéressantes. Il a plutôt un jeu de passe de connexion qui est pas mauvais en fait. Et je trouve que globalement, c'est un joueur qui sent plutôt bien le jeu. Le seul élément sur lequel j'ai un peu du mal sur son passing, c'est un peu sur le pic où il fait pas de grosse différence. Et tu vois, je trouve qu'il y a un petit peu de Jimmy Butler en fait dans sa création. Alors, on est loin de la maestria de Butler, mais tu vois, sur ce côté capable de temps en temps de faire quelques passes qui viennent casser un peu la défense, mais surtout un passing de connexion qui est toujours très bien senti, tu vois. Ouais, moi je suis d'accord. Moi aussi, j'avais un peu sous-estimé son passing. Après, Desmond, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de déchets. Tu vois, dans son turnover percentage, il était à chaque fois dans la première moitié. Là, il est dans la première moitié en termes de percentile. Là, il est seulement 20e percentile cette saison. Donc, il doit. Et globalement, ça va aussi avec Memphis. C'est-à-dire, Memphis, c'est une équipe qui perd beaucoup de ballons cette saison. Ils sont la 27e pire équipe en termes de turnover percentage au sein de la ligue. Et pourtant, ils ont quand même une attaque qui est top 6. Ce qui compense avec énormément de transitions et avec beaucoup de rebonds offensifs. Mais ça reste problématique quand même les ballons perdus de Desmond Bane parce que tu as des ballons perdus de passe, mais tu as aussi beaucoup de ballons perdus de turnover parce que même s'il s'est très bien drivé et qu'il est à droite près du cercle, il y a quand même des fois un handle un peu compliqué où il perd la balle trop facilement. Donc ouais, il y a encore des progrès à faire sur cet aspect-là, quoi. Il est à 70% d'efficacité au cercle pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, là où Ja Morant est à 59%, ce qui donne un ordre d'idée. Après, sur la fréquence, par contre, il y a forcément une grosse différence entre les deux. Ja Morant est à peu près à 39% de fréquence au cercle, là où Desmond Bane est autour des 30%. Mais effectivement, c'est un joueur qui, en plus, quand il arrive à C'est accéder au beaucoup, hein. cercle, est plutôt pas mal, quoi. 30, franchement, c'est bien, hein. Bah, c'est plutôt pas mal, ouais, carrément. En fait, le truc, c'est que si vous allez regarder sur Cleaning de glace, vous allez penser que c'est peu parce que il est à 54%, 54e pourcentile. Mais sur Cleaning de glace, il est considéré comme un wing. Alors pour moi, il joue pas du tout comme un wing. Pour moi, il joue comme un combo cette année, Bane. Et effectivement, dans les combos, Ouais. ben, c'est pas si mal d'être autour des 30% pour le coup. Et effectivement, vu son profil très shooter, de voir qu'il est aujourd'hui à 30% de fréquence au cercle, ben c'est plutôt assez intéressant quoi, pour le coup. Je reviendrai sur Ja Morant à un autre moment parce que j'ai pas mal de trucs à dire sur Morant, mais j'imagine que toi aussi. Mais je te redonne la main et sur ce point de l'attaque demi-terrain et de la répartition Bane-Morant, j'ai dit ce que j'avais à dire pour le coup. Ouais, donc en fait, on n'en a pas trop parlé, mais collectivement, si les gens ne connaissent pas trop cette équipe des Grizzlies, c'est une équipe qui, qui est très particulière cette saison parce que c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui joue que très peu de piques,
qui joue aussi que très peu de end-off. Et donc, on a une équipe qui fait la plupart de ses décalages, déjà soit sur transition. Ils utilisent énormément la transition. C'est la meilleure équipe de la ligue ou la deuxième sur transition, que ce soit en termes de fréquence ou en termes d'efficacité. C'est une équipe, comme on l'a dit, qui va beaucoup aussi chercher le rebond offensif. Et donc, les décalages, ils les font sur demi-terrain à travers de l'ISO, du spot-up, c'est-à-dire des mecs qui drive face à leurs joueurs, qui ressortent, et avec pas mal de mouvements off-ball aussi, mais pas forcément des écrans, mais des mouvements qui donnent un peu du chaos à ton attaque. Et finalement, pour la plupart des équipes, c'est dur à lire leur attaque. Maintenant, je trouve que les limites de cette attaque, on l'a vu face aux meilleures équipes, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu sais comment cette équipe joue et quand tu bloques un peu les drives, quand tu sais bloquer les drives, parce que même s'il y a des très bons drivers, je trouve qu'ils ne sont pas si excellents que ça. Là, même quand tu prends les 3 meilleurs joueurs, c'est-à-dire que je pense que dans des hautes sphères de playoff, on va se rendre compte que le fait que, quand Ja Morant drive et quand Jaren Jackson Jr. drive, on se rend compte que, Jaren Jackson Jr. il est efficace sur short mid, mais au final, tu vois, quand tu regardes son efficacité, elle est quand même inférieure à la moyenne sur son poste. Donc, ne serait-ce que les drives de Jaren Jackson Jr., en fait, individuellement, il est adroit, mais c'est pas vraiment un truc rentable quand Jaren Jackson Jr. va prendre ses short mid. S'il les met à 50%, en fait, c'est très bien parce que c'est être très adroit sur short mid, sauf que ça rend pas vraiment ton attaque rentable. Donc, je pense que c'est un peu les limites. Et on le voit face aux toutes meilleures équipes. Ils n'ont pas un très bon bilan face aux toutes meilleures équipes de la ligue. J'étais en train de regarder, ils ont que le 13e meilleur rating face aux 10 meilleures équipes de la ligue. Ils ont seulement la 17e attaque face aux 10 meilleures équipes de la ligue. Donc on voit un peu les limites de cette attaque. Donc face aux équipes, on va dire moyennes et pas bonnes, là par contre c'est super parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ils n'ont pas vraiment l'expérience ou pas les outils, le matériel pour défendre face aux Grizzlies. Mais face aux toutes meilleures équipes, on voit les limites parce que quand tu as des joueurs, aussi parce que la plupart des drivers en termes de role-player de Memphis, je pense au Jalen Wells, au Santi Aldama, au Jake LaRavia qui vient de partir, mais tous ces mecs-là, sur drive, c'est des mecs qui sont en NBA que depuis 2-3 ans, donc forcément, tu n'as pas un niveau, et c'est pas non plus des surathlètes. Tiens, un autre problème aussi, c'est le manque d'athlétisme global de cette équipe. Mais vu que c'est pas des surathlètes, sur drive, quand tu as des bons défenseurs en 1v1, ça passe plus trop, quoi. Ce qui est intéressant, alors effectivement, moi je l'avais en plus dans mes points, leur attaque au global. Vous aviez eu tout le monde s'était mis à regarder leur attaque parce que Draymond Green avait utilisé cette take où il avait dit qu'il joue une attaque weird. C'est vraiment bizarre et qu'il n'avait jamais vu en fait en NBA et qu'il savait même pas vraiment comment la décrire. Et effectivement, il y a pas mal de choses à dire sur cette attaque, notamment sur cette attaque demi-terrain qui est effectivement un petit peu étonnante. Déjà, premier élément pour suivre ce que tu dis, sur la question de l'efficacité, effectivement, ils ont une bonne attaque dans l'ensemble. Alors, on reviendra dessus, qui est quand même pas mal porté par leur jeu de transition. Mais demi-terrain, le premier problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont rien d'implacable, en fait. Pour moi, il n'y a aucune qualité vraiment demi-terrain implacable. Tu vois, t'as pas le pic de Luka Doncic, t'as pas le post-up de Joel Embiid, t'as pas la création de Nikola Jokic. Tu vois, ils n'ont pas cette arme-là. Et donc, effectivement, souvent, tu la ressens quand tu vas commencer à jouer contre des équipes un peu plus fortes parce qu'elles vont réussir à cibler un peu ce que tu fais bien pour te limiter. Et donc, il faut une arme offensive qui est, qu'on dit, implacable, donc qu'on n'arrive pas à contrer. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit pour prolonger, c'est pour moi, c'est vraiment une attaque de 1 contre 1. C'est une vraie attaque de 1 contre 1. Effectivement, de 1 contre 1 porteur, et tu l'as dit, mais surtout de 1 contre 1 non porteur. Parce qu'ils vont faire du mouvement sans ballon, mais c'est pas du mouvement sans ballon, tu vois, comme on peut le voir côté Warriors avec énormément d'écrans. Et en fait, tu vas essayer de perdre un petit peu la défense par la multiplication des écrans. Pour moi, en fait, ils sont beaucoup dans des duels sans ballon, où ils vont essayer de faire des courses qui vont faire des petites différences. Et en fait, avec l'accumulation de petites différences, au bout d'un moment, ils arrivent à faire une grosse différence. Et je pense que c'est pour ça notamment qu'ils ne jouent pas en 5-out, qu'ils jouent plutôt généralement avec un joueur qui va être proche du dunker spot, ou généralement c'est proche du dunker spot, et 4 joueurs au large pour essayer d'utiliser au maximum l'espacement du terrain, pour se laisser de la place pour faire des courses sans ballon, où ils jouent leur 1 contre 1. Et c'est vrai que, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a pas mal d'équipes qui parfois ont l'air un petit peu paumées en fait face à cette façon d'attaquer et qui mettent un peu de temps à trouver
enfin, comme tu l'as dit, tu as dit ce terme-là, il y a beaucoup de chaos, qui se retrouvent dans beaucoup de chaos et qui mettent un peu de temps à trouver la façon de s'organiser pour générer moins de petits écarts bêtement, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'il y a quand même un niveau balle en main qui est assez fort. Et il y a un truc aussi cette saison, je trouve, par rapport aux autres saisons. Alors déjà, sur demi-terrain, c'est la 13e meilleure attaque sur la saison. Et même dans les saisons où ils avaient fait la saison 22-23 et 21-22, où ils étaient dans le top 2 de la conférence Ouest, ils n'étaient pas top 20 attaque, ils n'étaient même pas top 20 attaque sur demi-terrain. Donc cette année, c'est cool, tu rentres dans le top 15, c'est pas suffisant, mais il y a quand même une vraie progression. Ensuite, là où moi j'avais des doutes par rapport aux dernières saisons, c'était sur l'adresse à 3 points. Et au final, je trouve que tu as énormément de joueurs dans cette équipe. Donc ça m'a rassuré un peu sur le shot-making de loin. Et vis-à-vis du spacing aussi, c'est que tu as beaucoup de joueurs. Tu que très peu de non-shooters en fait. Je pense que tu as évidemment Zakidi dans la raquette, Brandon Clark. Mais à côté, tu as beaucoup de mecs en fait qui mettent 36-37% minimum à 3 points. Et je trouve que ça fait une vraie différence sur comment est-ce que les équipes aussi gèrent un peu ces mecs-là. Parce que tu peux pas faire des gros sacrifices parce que tous ces mecs, en fait, ils sont à 36-37% à 3 points. Et cette année, c'est la 3e. Alors, ils sont dans le top 10 en termes d'adresse à 3 points. Et ils sont la 3e meilleure sur les non-corner 3, donc les 3 points qui sont pas dans le corner. Donc, il y a une vraie progression aussi là-dessus, c'est sur l'adresse à 3 points. Et ça fait quand même une différence quand tes joueurs sont capables de rentrer leurs 3 points, quoi. C'est ce qui fait que leur attaque trouve une forme, tu vois, de viabilité. Non pas d'efficacité élite, mais de viabilité demi-terrain. Parce que en plus, je trouve que dans le chaos qu'ils essayent de créer, il y a un truc bizarre. Parfois, j'ai l'impression de voir une équipe, une équipe de départ qui essaye de se rapprocher du panier, mais qui ne sait pas trop le faire. Et je trouve que ça se traduit dans une stat, c'est que c'est la première équipe au volume de short mid pris, avec 28% de leurs tirs quand même qui sont pris au short mid, c'est quand même vraiment énormissime. Pour vous donner un ordre d'idée, Boston, ils sont à 16% de short mid pris, donc il y a une énorme différence. Et ils sont que 18e au volume de tirs à la raquette pris. Et en fait, j'ai l'impression que souvent, tu vois, ils vont faire déplacement sans ballon pour aller attaquer un intervalle. On arrive à donner le ballon dans cet intervalle-là, short mid. Ou alors, attaque du cercle, short mid. Et ils sont énormément là-dedans. Donc effectivement, alors ils ont un bon niveau d'efficacité sur le short mid parce qu'ils ont des joueurs comme Jaren Jackson qui ont leur move. Ils ont Zakidi aussi, que moi je trouve pas si mauvais. J'ai pas regardé les stats, mais je trouve pas si mauvais sur le bras roulé. Bon, Ja Morant, ça reste un joueur qui est bas sur l'efficacité, factuellement qui est bas sur l'efficacité, mais qui apporte une forme de danger sur le short mid. Mais effectivement, ce qui arrive à rendre leur attaque un peu viable de mi-terrain, c'est vraiment cette adresse extérieure. Mais ce qui est aussi un petit peu fragile, quoi, tu vois. Parce que pour le coup, c'est une attaque qui génère très très peu. Alors, il y a juste un joueur qui arrive en général, on en parlera peut-être après, mais qui génère assez peu de prise à deux, tu sais, ou de concentration de la défense pour justement créer des espaces pour les autres, pour une passe ou un kick-out, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et donc, leur attaque de mi-terrain, à la fois, ça fonctionne un peu, mais en même temps... Tu vois vite les limites que ça peut avoir, quoi, pour le coup. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur ce petit chapitre-là que tu voulais faire sur leur attaque ? Non, pas comme ça, mais on reviendra peut-être après sur d'autres sujets, mais là, pour l'instant, non. Et bah du coup, moi, je vais repartir sur Ja Morant. Je te propose qu'on ouvre le dossier de Ja Morant, qui est un dossier un peu large. Je vais t'étonner. Mais moi, j'aime plutôt pas trop mal et j'aime voir même plutôt bien la saison de Ja Morant. Alors, effectivement, tu l'as dit et j'ai pas doute que tu vas revenir dessus, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais il y a un vrai souci sur l'efficacité au tir, ça c'est une certitude. Mais j'aime beaucoup le rôle qui lui a été confié cette saison. Je l'ai dit au travers du rôle de Desmond Bane demi-terrain. Je le trouve un peu moins omnipotent qu'il ne pouvait l'être par le passé. Avant ses blessures suspension, il avait vraiment énormément de ballons et en fait, on sentait un développement comme on peut sentir chez vraiment les porteurs de balles élites à la Luka Doncic, où en fait on essayait de lui donner un peu tous les ballons pour que tout passe par lui ou à la Trae Young, peu importe. Je trouve qu'on est beaucoup moins là-dedans et en fait je trouve que son rôle s'est vraiment concentré sur la création du jeu de transition. Et en fait, là, pour le coup, il est énormément cherché sur le jeu de transition et on se sert beaucoup de son agressivité et de ses passes sur le jeu de transition. Memphis, c'est la première équipe sur l'efficacité et la fréquence, je crois, en transition.
mais je crois que j'avais un peu mal pris les stats, il faudrait que je regarde rapidement. Si, c'est ça. C'est ça, hein, ouais. C'est la première équipe en fréquence et en efficacité sur transition, et pour moi, il est la principale raison en fait de cette qualité-là de leur attaque, parce qu'il a une capacité à créer du chaos sur transition qui est absolument élite, quoi. Et je trouve que c'est un énorme point fort de leur saison. Sachant que dans le sillage de ce qu'il apporte sur ce jeu de transition, ce qui est intéressant, c'est l'efficacité au cercle et la fréquence au cercle avec lui et sans lui. Quand il est sur le terrain, ils ont 33% de fréquence au cercle. Alors quand il n'est pas sur le terrain, ils sont à 24% de fréquence au cercle. Donc ils changent vraiment leur attaque par justement la capacité, alors une fois de plus beaucoup sur transition, d'aller chercher le cercle. Et en fait, effectivement, il a un problème structurel sur l'efficacité au tir, qui est vraiment emmerdant. Mais par contre, il est tellement élite sur deux autres éléments qui sont essentiels dans le jeu, à savoir la génération et l'efficacité sur transition et la fréquence au cercle. Et je dis bien la fréquence, pas l'efficacité. Qu'en fait, ça vient compenser ces problèmes de shoot. Je finis juste après, je te passe la main. Pourquoi la fréquence au cercle, c'est si important, même au-delà de l'efficacité? Parce que votre fréquence au cercle, c'est pour le coup ce qui va contracter la défense. C'est ce qui va faire que de l'aide va venir et donc générer du playmaking, notamment pour des kick-outs à 3 points. Et du coup, là-dedans, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aime plutôt bien sa saison, en fait. Bah, ça dépend où est-ce que tu mettais le curseur avant, parce que moi, je mettais le curseur beaucoup plus haut sur Ja Morant avant, quoi. Genre, bon, je sais plus s'il avait fait des top 10 MVP, mais tu vois, je crois qu'il avait, ouais, il a dû faire un top 10 MVP ou des choses comme ça. Donc, moi, le curseur, je le mettais beaucoup plus haut. Et je pensais qu'avec les années, tu pouvais avoir un peu plus de shot making ou un peu plus d'adresse sur short mid. Alors, c'est vrai qu'il a un tel profil, il est unique en son genre, ce qui fait que il rend ton attaque quand même rentable, je trouve, même avec les limites qu'on a dit, c'est-à-dire, alors il y a d'autres limites, c'est-à-dire, je pense que son handle, il est pas si bon que ça. Il se repose trop sur ses qualités athlétiques qu'il a plus vraiment, ou en tout cas qu'il essaye de moins utiliser pour justement être moins blessé. Ce qui fait que par moment sur short mid, en fait, il va faire un peu son move, ou tu sais, il va dribbler fort rapidement pour ensuite prendre un short mid, sauf qu'en fait, en l'air, c'est un peu plus compliqué qu'avant, parce que il y a peut-être moins de spacing au cercle par moment sur certaines configurations, qui fait qu'il est un peu perdu sur ses drives ou sur ses pénétrations. Le passing, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de déchets, comme on en a un peu parlé. Même si évidemment il y a un niveau de passing qui est excellent, qui est superbe, où il trouve des passes, enfin la skip pass il l'a, la passe à rebond il a un peu toutes les passes, la pocket pass, mais il y a encore du déchet. Après c'est aussi lié à leur façon de jouer à Memphis, mais moi je mettais quand même le curseur plus haut. Alors oui évidemment que ça reste quand même, allez je vais dire, pour moi il était un top 20 joueur NBA, il est peut-être plus que top 25, top 30, ce qui est déjà super. Après, s'il y en a qui le mettent top 15, je peux comprendre aussi. Mais ouais, moi, je le mettais un peu plus haut, le curseur. Et j'ai pas envie de faire des débats comme ça, mais tu vois, je pense qu'il y a 2-3 ans, il y avait pas trop de débat entre Ja Morant et Darius Garland. Là, je pense que cette année, il y a un débat. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est pas le sujet, mais on se rend compte aussi que si le shot making il vient jamais, au final, ça peut causer des soucis aussi, quoi. En fait, ce que j'aime bien dans sa saison, c'est que je suis d'accord sur ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est plus vraiment un joueur élite en fait. C'est un joueur élite, mais c'est plus un joueur top 10, effectivement. Mais ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il y a eu un bon travail d'identification de ses limites, notamment sur la création de demi-terrain sur le pic, pour moins le mobiliser sur ce qui est limitant pour lui et plus le concentrer sur ce qui sont des points forts pour lui. C'est aussi ce qui vient avec l'utilisation un peu plus mature d'un joueur, c'est-à-dire tu fais de l'exploration pendant un long moment, puis au bout d'un moment tu arrêtes de faire de l'exploration et puis tu le concentres sur ses qualités, quoi. Et je trouve que ce travail est plutôt fait avec qualité par Jenkins pour justement lui permettre de trouver un rôle qui leur permet aussi de jouer haut du tableau, alors qu'on avait pu voir par le passé que dans un rôle plus important, finalement on trouvait une certaine forme de limite. Et même demi-terrain, du coup là-dedans, le peu de choses qu'on essaye de lui faire faire, je trouve ça plutôt intéressant, c'est-à-dire sur le pic, beaucoup d'attaques de cercle, mais tu peux beaucoup attaquer le cercle sur le pic si tu n'as pas un volume énormissime. Avec un petit volume, c'est faisable. Et un peu d'utilisation en deuxième lame. Je sais pas ce que tu penses, mais moi je trouve que son jeu sans ballon, il est pas si mal. Notamment son attraper-attaquer
est pas si mal, moi je trouve. Et pour le coup, il montre en tout cas sa compatibilité avec un système offensif où il n'est pas héliocentrique, quoi, tu vois. Ce qui est pas toujours simple à aller chercher chez les profils comme ça, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais là-dessus, il est assez intéressant. C'est vrai que même au global, dans l'attaque de Memphis, on a vu un peu des ajustements au sein de la saison, comme avec Santi Aldama, où tu vois, Santi Aldama, il est beaucoup plus utilisé off the catch, donc de l'attraper, attaquer, comme tu dis. Et c'est mieux parce que quand tu le lances directement, quand il reçoit la balle, tu te rends compte qu'il est quand même plus efficace sur ses pénétrations, Santi Aldama par exemple, que quand il doit vraiment générer du jeu tout seul sur ISO, quoi. Donc il y a eu des ajustements de Tyler Jenkins et c'est plutôt cool. D'ailleurs, tiens, Tyler Jenkins, je sais qu'il y a pas mal de débats sur lui, sur la sphère NBA basket, mais moi je trouve que c'est quand même un très bon coach. Je pense pas qu'il soit élite parce qu'on n'en a pas assez vu, notamment dans des playoffs, mais je pense que c'est un vrai coach qui a ses idées, qui est capable de les mettre en place, qui arrive à faire tourner son effectif. Maintenant, il y a des choses qui m'ont un peu énervé dans la saison, comme les rotations, des fois en fin de match, où tu vois, en fait, il sort d'un coup Ja Morant et Jaren Jackson Jr., où il a juste Desmond Bane et des role-players. Donc, il y a des matchs où, face à des gros, ils les ont perdus. Alors, pas uniquement grâce à ces rotations, mais enfin, à cause de ces rotations, mais je trouvais ça quand même dommage. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que pour toi, c'est un très bon coach? Est-ce que c'est un coach élite? Est-ce qu'il a ses limites, etc. Moi, je trouve qu'il fait partie de cette gamme de coachs qui ont une vraie qualité, c'est que tu as l'impression qu'un peu importe les blessures, l'équipe, elle reste compétitive. Et moi, je trouve que ça traduit souvent un coach qui a réussi à mettre en place un fond de jeu qui est fonctionnel et qui fait que même si tu as des blessures, bah, certes, tu vas gagner un peu moins, c'est logique, mais ça, tu t'effondres jamais, en fait. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je ne sais pas si ces coachs-là sont les meilleurs, en fait. Je pense que ces coachs-là te permettent d'avoir un plancher qui est assez haut, mais j'ai quand même l'impression qu'en NBA, les coachs qui sont les meilleurs sont les coachs qui sont capables de mettre en place, notamment offensivement, une forme de play un peu implacable, on retourne ce terme-là, et de construire autour de ce play-là. Et moi, Jenkins, je le sens pas trop là-dedans et je l'ai jamais vu trop chercher ça, en fait, tu vois. Alors peut-être qu'il n'a pas eu le personnel pour, faudrait voir avec un autre type de personnel. Tu vois, par exemple, on n'a jamais eu, à l'époque où Ja Morant était athlétiquement très très fort, on n'a jamais eu, tu vois, une espèce d'utilisation un peu plus importante vraiment du 5-out ou de l'ISO 5-out avec Morant. Tu vois, on n'a jamais été dans des choses comme ça, donc c'est la seule limite que j'ai. Moi, j'attends de voir, c'est quand même un coach qui a plutôt des bons résultats, moi je trouve, avec les effectifs qu'il a, tu vois. Mais je sais, donc le plancher, je le trouve intéressant, mais le plafond, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas assez haut. Ouais, je suis d'accord. Euh, Là-dessus, on est d'accord. Ouais. et du coup, ça peut donner une forme de limite. Je te redonne la main. Allez. C'était un autre point. Moi, je voulais parler de la défense au global, qui est plutôt satisfaisante sur la saison, parce qu'ils sont quand même top 7 défense, donc c'est plutôt très bien. Surtout qu'ils sont dans une conférence Ouest où, tu vois, on l'a dit, c'est le deuxième meilleur bilan de la conférence Ouest pour l'instant, à la pause du All-Star Game. Donc, ils ont une défense top 7. Après, au global, je trouve que dernièrement, c'est un peu moins bien. En fait, ils ont eu c'est l'équipe de la conférence Ouest qui a eu sur la première partie de saison, qui a eu le calendrier le plus facile. Et là, on les voit affronter de meilleures équipes. Et bah, la défense a un peu chuté, parce que pendant un moment, je crois qu'ils étaient top 3 ou top 4. Et là, ils sont redescendus top 7. Donc, ils doivent être au-delà de la 10e place, je pense, sur peut-être le dernier mois ou les 2 derniers mois, un truc comme ça. Donc, ce que j'aime bien, en fait, avec la défense de Memphis, c'est que déjà, bah, on l'a dit, ils ont pour moi un défenseur générationnel en Jaren Jackson Jr. On se rend compte de l'impact de la défense au global de Memphis quand il est là, parce qu'il rattrape énormément de choses en aide. C'est vraiment un des tout meilleurs en NBA. Et pour protéger le cercle, c'est vraiment super, quoi. Je trouve qu'il y a des joueurs aussi qui ont un impact un peu sous-coté, c'est-à-dire que quand Ja Morant, par exemple, se motive à défendre, vu qu'il est très athlétique, bah, on a un défenseur qui peut être positif. Je ne sais pas s'il l'est vraiment au global, j'aurais tendance à dire oui quand même cette saison, même si des fois le moteur n'est pas trop là, mais c'est un joueur qui a pas de limitation physique en fait pour bien défendre, donc quand il se motive à défendre, il peut éteindre un joueur adverse, quoi. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, il y a un personnel qui est intéressant, tu vois, comme Brandon Clark, que j'aime bien. Zach Edey, je m'attendais à pire en défense.
au vu de ce qu'il avait montré en NCAA. Mais finalement, bon, c'est toujours un peu compliqué en termes de mobilité. Il protège pas si bien son cercle, il se met beaucoup à la faute. Mais on a vu finalement face à des équipes mid et mauvaises qu'il pouvait avoir un impact plutôt positif. J'aime bien aussi les quelques séquences en défense on-ball de Jalen Wells. Et j'aime bien aussi la défense off-ball de Desmond Bane dans cet effectif. Maintenant, je pense que c'est quand même une défense qui est limitée. Ils n'ont pas de gros défenseurs sur les point of attack. Peut-être que Vince Williams, quand il reviendra, on se rendra compte que ça peut être intéressant, ça peut être mieux que pas mal de gars. Mais tu vois, les séquences où tu as des mecs comme Scottie Pippen. Alors, Scottie Pippen, il se bat bien aussi en défense, tu vois, il peut avoir un impact. Il y a des matchs où il a dû finir à 4 interceptions, donc il y avait de l'impact en défense, mais il est quand même très limité physiquement. Donc, je pense que c'est un des problèmes, c'est la défense extérieure de ces Grizzlies, où il n'y a pas vraiment de stopper. Et je pense qu'il y a aussi la dépendance dans la raquette à Jaren Jackson Jr., parce que quand il n'est pas là, on se rend compte que la défense chute. Et quand tu vois le personnel derrière Jaren Jackson Jr., c'est quand même des Santi Aldama. On a vu Jay Huff par moment. C'est pas ouf quoi en défense. Tu peux pas essayer. Enfin, tu peux pas ne serait-ce que bien défendre face à une équipe compétitive quand ta raquette sur le banc c'est Jay Huff et Santi Aldama quoi. Donc il y a des limites à cette défense. T'as un joueur générationnel donc tu arrives à être top 10 défense, mais j'ai peur que dans des hautes sphères de playoff, on se rend compte de trop de limites dans cette défense et du fait aussi que ils sont pas si bons que ça au rebond défensif parce qu'ils sont que 23e équipe sur 30. Donc il y a aussi des limites là-dessus quoi. Quand Jaren Jackson est sur le terrain, leur defensive rating est égal à 109,4, donc on va dire 109. Et quand il est pas sur le terrain, il est à 116. Donc il y a quand même quasiment entre 6 et 7 points d'écart entre les moments où il est sur le terrain et les moments où il n'est pas sur le terrain sur la défense, ce qui montre bien, tu vois, l'importance défensive qu'il a. Moi, ce que je trouve intéressant dans leur défense et assez étonnant, c'est qu'en fait, généralement, les équipes qui ont pas de très bons défenseurs extérieurs, notamment du point of attack, c'est des équipes qui vont concéder une importante fréquence de tir au cercle. Et eux, c'est pas le cas en fait. Eux, pour le coup, ils sont 18e sur la fréquence de tir au cercle concédée, ce qui est plutôt bas, mais qui pour le coup, c'est la 12e équipe qui concède le plus de tirs au cercle. Alors, c'est plutôt en dessous de la moyenne pour le coup, mais c'est pas non plus catastrophique. Et en fait, alors que je trouve que vu leur personnel, ça pourrait être beaucoup plus haut. Et pour moi, ça se justifie par un élément, c'est qu'en fait, ils utilisent beaucoup de grands dans cette équipe-là, notamment 4 joueurs qui ont quand même pas mal de minutes. C'est Brandon Clark, Zach Edey, Santi Aldama et Jaren Jackson Jr. Et en fait, je trouve que Jenkins arrive un peu, notamment Edey et Aldama, à les sortir un peu de leur limitation physique et à leur imposer d'être un peu mobile et de beaucoup flotter. Et je trouve qu'ils arrivent assez bien sur l'axe du terrain à bloquer l'accès au cercle à 2-3 mètres du cercle pour forcer l'adversaire à faire des short mid. Et ce qui est étonnant, parce que généralement, quand tu n'as pas des très bons défenseurs extérieurs, en fait, ils arrivent à trouver l'accès au cercle bon an, mal an, parce que en fait, ils arrivent lancés et que du coup, tes joueurs intérieurs mettent trop de temps à venir et donc tu arrives à finir au cercle. Et en fait, Jenkins leur demande de beaucoup flotter, ce qui permet de compenser cette problématique-là et de faire en sorte que les attaquants adverses s'arrêtent avant d'aller au cercle, et ce qui donne une certaine forme de fonctionnalité à leur défense. Après, l'autre élément sur ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas de défenseur de point of attack. Là, je viens de décrire une équipe d'ailleurs qui n'a pas de défenseur de point of attack. Mais malgré tout, il y a un niveau d'investissement défensif, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir chez Orlando, qui est quand même plutôt bon, tu vois. Je prends un joueur comme Luke Kennard, qui est quand même très limité physiquement. Et je trouve que bon an, mal an, il y met beaucoup, beaucoup d'envie et qu'ils arrivent à peu près tous à limiter la casse. Mais la question que je me pose et que je te pose, c'est que lorsqu'ils vont tomber face à des attaques qui vont répéter inlassablement un système préférentiel un peu implacable, j'ai peur que ça leur fasse très très mal pour le coup. Tu vois, par exemple, heureusement pour eux que Luka Doncic n'est plus à Dallas. Tu vois, par exemple. Ouais. Mais ouais, je suis assez d'accord. Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'étais en train de regarder. En fait, ils sont la 2e meilleure défense sur demi-terrain. Donc pour le coup, c'est quand même assez bien, quoi. T'es la meilleure défense sur demi-terrain derrière le Thunder. Donc c'est dire à quel point, même sans défenseur élite, avec des mecs qui se motivent,
avec des jeunes joueurs qui ont l'envie, etc., tu peux avoir une défense élite sur demi-terrain. Par contre, et c'est un autre problème, c'est que sur transition, ils sont cata. Alors, Ils sont très grands. c'est seulement la 16e équipe qui encaisse le plus de points par possession en transition, donc ça va, il y a pire. Par contre, en termes de fréquence, ils se font bouffer parce que c'est la 2e pire défense en termes de fréquence en transition de la ligue cette saison. Donc ça, je trouve que c'est quand même un vrai problème parce qu'en playoff, tu as quand même de la transition encore. Donc, malgré le fait qu'ils se battent énormément, il y a du cœur dans cette équipe, ils arrivent à trouver des solutions, etc., il y a pas mal de points faibles dans cette équipe en défense. Même sur demi-terrain, où ok, ils ont la 2e meilleure défense, bah, on a dit qu'il y aura forcément un problème, et on l'a vu face aux toutes meilleures équipes, de à quel point est-ce que tu peux empêcher les équipes de drive, parce que ok, tu auras presque à chaque fois Jaren Jackson Jr. pour en second rideau pour empêcher l'équipe de marquer, mais quand il est pas là, bah, c'est plus compliqué. Donc ouais, on verra ce qui se passe. Ils sont j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je sais pas de quand je me suis lancé, c'est pas grave, ça arrive. Mais ah oui, si sur la défense demi-terrain, ils payent le fait aussi de jouer quand même assez grand, assez lourd et de beaucoup jouer le rebond offensif. C'est forcément la contrepartie de ce genre de système, d'attaque, et notamment d'attaque du rebond offensif. Moi, j'avais pas d'autres points. Est-ce que toi, tu avais d'autres points à mettre en avant? Sur la défense? Non, globalement. Moi, j'ai fait le tour des points que je voulais aborder à propos de cette équipe de Memphis. Non, mais sur la défense, c'est bon, mais du coup, ce serait plus en vue des playoffs. Ouais. Est-ce que toi, tu es optimiste? Et tiens, je voulais faire un petit point aussi sur la trade deadline, parce que bon, en fait, à la trade deadline, ils ont fait des moves, on sait pas trop, parce qu'on n'est pas... T'as pas aimé le move de l'Aravia, toi, hein? Non, c'est pas l'Aravia qui me dérange, c'est plus le fait qu'ils aient dump un contrat alors que c'est une équipe qui est censée jouer le titre. Ouais. Et en fait, ils dumpent un contrat, quoi. Parce qu'à la limite, l'Aravia qui se casse, ils sont tellement deep, je trouve qu'ils sont tellement deep qu'on s'en fout un peu, tu vois, qu'ils se cassent ou qu'ils se cassent pas, parce qu'au bout d'un moment, tu pourras pas jouer à 12 en playoff, surtout que JJ Jackson, il revient sur le poste 3, et j'aime bien son profil. Il y a aussi Vince Williams, peut-être, qui va revenir. Donc, je pense pas que ce soit dramatique, mais c'est plus le fait d'avoir dump Marcus Smart pour récupérer Johnny Davis et Marvin Bagley. Tu vois, c'est une équipe qui aurait pu aller prendre un Cam Johnson, un DeAndre Hunter, un type de joueur-là, qui forcément t'aurait fait du bien dans un contexte de playoff. Ils auraient pu gommer aussi certains défauts. Et au final, bah, ils n'ont rien fait. Ils se sont même peut-être... alors bon, après, Marcus Smart, il était dramatique et il jouait plus, mais je trouve ça quand même dommage de se dire, ah bah, on est compétitif, on est 2e de la conférence Ouest, et au final, on va dump des contrats et on va même pas essayer de jouer la bague. Parce que moi, j'étais pas très optimiste sur leurs objectifs de playoff, et quand je vois la deadline, je me dis, ah bah en fait, t'as une équipe qui sera peut-être top 4 de la régulière, mais qui peut sortir au premier tour. Parce que je suis désolé, mais si t'affrontes une équipe, genre, ne serait-ce que les Mavs ou les Clippers au premier tour, mais c'est pas gagné, hein. Mais d'ailleurs, ils ont perdu contre les Clippers. Je crois pas qu'ils aient un fauteuil de ouf pour passer les Mavs ou les Clippers. Ouais, en plus, c'est vrai que juste avant le All-Star Game, ils ont bien perdu contre les Clippers. Mais même Minnesota, c'est pas une équipe ultra facile à prendre, hein. Je vois ce que tu veux voilà. dire sur le côté Marcus. Donc c'est le départ de Marcus Smart, hein, qui avait un contrat à 20 millions 2 années restantes, enfin cette année et l'année prochaine restante, qu'ils ont effectivement bazardé aux Wizards, c'est ça, hein, je crois, de mémoire. Je pense qu'effectivement, ils ont acté le fait qu'ils ont un effectif qui est hyper deep, et qui lâchait 20 millions par an pour Marcus Smart, ça reste quand même un petit marché, qui lâchait 20 millions par an pour Marcus Smart, pour un mec qui jouait jamais, quoi. Marcus Smart, il est même pas à 40 matchs sur les 2 dernières saisons. Et en plus, cette saison, quand il a joué, franchement, c'était pas très bon, moi j'ai trouvé. Donc effectivement, ils avaient ce sujet-là. Alors ils auraient pu, effectivement, ce que tu dis, c'est le dump, et tu penses à Cam Johnson et à DeAndre Hunter. Le problème, c'est qu'ils sont déjà deep, donc ils ont dû se dire, est-ce que vraiment ça va nous rajouter quelque chose ou pas? Mais peut-être que ça traduit aussi le fait qu'ils sont lucides, tu vois, sur le fait que cette équipe, elle peut pas jouer le titre, tu vois. Elle a vraiment bien le profil d'une équipe de saison régulière. Ce qui était déjà le cas il y a 3 ans d'ailleurs, hein, qui pose un peu la question de la construction d'une équipe autour de Jaren Jackson et de Ja Morant, en fait. Est-ce que vraiment tu peux construire un vrai contender autour de ces 2 joueurs-là? Pourquoi je dis ces 2 joueurs-là? Parce qu'à terme, c'était 2 contrats max. Et ben, ou quasi max. Peut-être pas, en fait, finalement. Et
Et en fait, tu as Ouais, l'impression qu'ils sont dans une maximisation de ce qu'ils peuvent faire. Et comme toutes les équipes qui sont dans une maximisation de ce qu'ils peuvent faire, bah, quand tu te projettes en playoff contre des équipes plus fortes, qui ont un peu plus de maîtrise, bah, tu te dis ça risque d'être un petit peu compliqué, quoi. c'est intéressant parce que moi, je trouve que en fait, c'est lié aussi au contrat. Parce que quand je vois le fait qu'il reste encore 1 an et demi de contrat à Jaren Jackson Jr. à moins de 25 millions, je me suis dit, mais c'est maintenant ou jamais en fait. Parce que je pense que si Jaren Jackson chope un contrat max, ça risque d'être un peu problématique, mais bon, il y a pire, je pense qu'il y aura pire. Maintenant, s'il chope un contrat max, ça va être de plus en plus dur de les entourer. Et peut-être que ta fenêtre de titre, en fait, elle est maintenant ou jamais, quoi. C'est-à-dire, elle l'était, parce que je pense pas que là, ils peuvent gagner une bague, mais elle était cette année et elle le sera l'année prochaine. Et vu qu'ils font pas vraiment de move pour ça, bah ouais, ça reste problématique. Alors oui, encore une fois, Zach Kleiman et compagnie, ils sont très forts pour drafter, pour développer des mecs, pour les rendre viables, limite dès leur saison rookie. En régulière, en playoff, je pense pas que ce soit le cas, mais en régulière, oui. Et donc, t'as vraiment une équipe qui bosse bien, une équipe qui est compétitive, une équipe qui fait quand même top 2 de l'Ouest avec toutes les limites structurelles et intrinsèques qu'on a citées. Mais ouais, c'est dommage. Je pense quand même qu'avec Ja Morant et Jaren Jackson Jr., tu peux aller au bout. Maintenant, ça dépendra des contrats. Et même si, oui, c'est vrai qu'ils ont un profil où tu te dis il y a de la limitation à travers le shot-making de Ja Morant, le passing de Jaren Jackson Jr. en attaque. Mais là, mais tu vois, il y a aussi certains matchs contre les Rockets où je me disais, putain, il manque des vétérans un peu dans cette équipe aussi. Tu vois, il y a que des jeunes joueurs. Et ils avaient perdu un match contre les Rockets où en fait, t'as Fred VanVleet qui floppe 2 fois à la fin du 4e quart-temps. Et tu vois, ça, c'est des moves de vétérans qui font la différence en fait dans des playoffs. Et j'ai peur que c'est une équipe aussi qui, malgré le fait qu'elle soit excellente en régulière, au global, se tape une match-up un peu défavorable au premier tour et qui se fasse sortir 4-1, quoi. Et on se dit, en fait, ça fait 4 ans que t'es compétitif et ça fait 4 ans que tu vois à peine les demi de finale de conf, quoi. Parce que je me souviens, moi, c'était en 2021-2022. Je pense que c'est une équipe qui aurait pu sortir les Warriors. Ils les sortent pas parce que Ja Morant se blesse, mais ils menaient 2-1 contre les Warriors à l'époque 2021-2022, qui vont au bout, qui vont gagner la bague. Et tu te dis à ce moment-là, Ja, il est capable de scorer 40 points sur un match de playoff et de faire ses 10 passes D. Je sais pas s'il est encore capable de le faire, mais je pense que il est quand même encore capable peut-être de scorer 25 points de moyenne, tu vois, sur une série de playoffs. Donc, je pense que ouais, il y a un peu un côté dommage avec cette équipe où tu dis, putain, il y a du talent, ça bosse bien, mais ils font pas le step qui leur permet de passer un cap et de s'afficher comme des contenders. Il y a des équipes qui l'ont fait, comme les Cavs. Tu vois, ils ont fait les moves pour être des contenders, alors qu'il y avait aussi un beau young core de base. Et Memphis, ils le font pas. Et j'ai peur qu'ils le fassent jamais, en fait. Bah, il y avait l'opportunité de Jimmy Butler, hein, notamment, qui a été pas mal évoqué pour pouvoir se renforcer. Le problème, c'est que visiblement, Jimmy Butler voulait pas y aller. Alors que, tu vois, sur tout ce que tu as décrit, il répondait à pas mal de problèmes quand même. Et ça aurait pu être une opportunité. Est-ce qu'elle aurait été suffisante je sais pas. La question, c'est, pour moi, c'est... T'as vraiment l'impression que cet effectif, il est loin, il est pas loin, pardon, d'être un vrai contender. Moi, j'ai l'impression qu'il est assez loin, en fait, d'être un vrai contender, tu vois. Et je me demande dans quelle mesure le front office se dit pas un peu la même chose. Je suis d'accord et pas d'accord. Ils sont loin parce que là, tu as des équipes qui commencent vraiment à être excellentes. Genre, le Thunder, les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est une équipe all-time, je trouve, cette saison. Donc vis-à-vis du Thunder, ouais, ils sont loin. Mais sur une saison où si jamais il y a un Shai qui se blesse en playoff, pour moi, t'es pas si loin en fait d'être vraiment contender et d'aller chercher une bague. Si la chance te sourit. Donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est que si jamais tu as de la chance niveau blessure, on souhaite pas aux équipes de se blesser, mais il y a toujours eu chez les champions des blessures qui leur étaient favorables en playoff. Là, je pense que même si tu as un Shai qui se blesse, en fait, en derrière, finale, ouais. tu dois affronter les Cavs et tu perds contre les Cavs ou tu perds contre Boston, quoi. Oui, ou voire même, moi je suis d'accord avec toi, hein, voire même tu perds avant dans ta conférence déjà. Pour le coup, pour peu d'ailleurs que ça soit pas toi qui subisse la blessure, parce que cet effectif, il a un autre problème, c'est qu'il a un taux de blessure qui est quand même hyper élevé, quoi. Qui fait aussi partie de la limite un petit peu de la projection. On a vu qu'il y avait des rumeurs de trade autour de Ja Morant qui sont parues, là, notamment pendant le All-Star Break. Alors, le front office de Memphis a essayé de calmer tout de suite ces rumeurs. Il est trade ou pas cet été, Ja Morant? Tu vois, le scénario là où ils sortent au premier tour, au deuxième tour, tu penses qu'il est trade?
Bah, vu que Luka Doncic vient de se faire trade, en vrai, on sait jamais. Mais, J'avoue, ça mais, arrive comme ça. j'ai même pas envie de me prononcer là-dessus. Et je pense pas que ce soit une bonne idée de le trade quand même. Il a pas encore un contrat super max. C'est quand même lui le patron de cette équipe, sur et en dehors quand il est sur le terrain. Maintenant, mais je vois pas pourquoi est-ce que tu irais le trade. Alors, si, évidemment, s'il y a un problème au niveau de son épaule et que tu sais qu'en fait, il a une épaule un peu compliquée qui fait qu'il pourra jamais jouer plus de 50 matchs par saison, peut-être que c'est le moment de le trade parce qu'il a une grosse valeur. Mais à part le côté blessure, je vois pas l'intérêt de le trade, quoi. Ben, je crois que déjà le premier élément que tu viens de donner il est quand même important. Parce qu'il a quand même un vrai problème de continuité dans ses saisons, hein. Enfin, je sais pas combien de matchs il a joué cette saison. Je sais pas j'ai pas l'impression qu'il était tant blessé que ça. C'est plutôt des matchs qui manquent de temps en temps, plus que vraiment structurellement le fait d'en manquer beaucoup. Mais ça peut vite être une limite. Et moi, il y a un autre élément, c'est que tu l'as dit, hein, à la fin de la saison prochaine, Jaren Jackson, il arrive à la fin de son contrat. Et je suis pas convaincu que s'il te demande le max, tu puisses te projeter comme être un vrai contender avec Jaren Jackson au max. Et donc ça rejoint un peu ce que tu as démontré avant, hein, de dire que la vraie fenêtre, elle était sur l'année et demie qui vient. Le problème, c'est que l'année et demie qui vient, le Thunder a l'air d'avoir tellement d'avance que... Un peu compliqué, quoi. Ouais. Un peu compliqué pour la conférence Ouest. Est-ce que tu voyais d'autres éléments à dire? Non, c'est bon, on a fait le tour. Alors, on se fait la petite projection, même si tu l'as un petit peu dit. À ton avis, là, ça finit la saison combienième de la conf, mais surtout, ça peut viser quoi en playoff? Je pense qu'ils vont se faire dépasser par Denver, qui a l'air en forme. Ils ont un calendrier compliqué sur la fin de saison de Memphis. Un des plus compliqués. Maintenant, ils ont quand même un fauteuil, hein, sur les autres équipes. Tu vois, les Lakers, en termes de continuité, là, ils ont tout chamboulé, donc ça risque d'être un peu compliqué. Houston, dernièrement, ils sont quand même pas sur une super bonne dynamique. Donc les Clippers, je sais pas trop. Minnesota, ça va un peu mieux. Ils ont un vrai fauteuil sur les autres équipes. Donc c'est une équipe qui bosse bien. Ils vont gratter des matchs. Je pense que ça finit minimum top 3. Et en fonction de la match-up, je pense que si déjà tu passes un tour de playoff, c'est pas mal. Ensuite, si tu affrontes une équipe comme Denver, c'est quand même une équipe qui a été championne il y a 2 ans. Tu affrontes le meilleur joueur du monde. Tu affrontes des role-players élites quand ils sont sur le terrain. Je pense que ça va être chaud. Je pense quand même qu'ils peuvent les battre parce que Denver, en défense, on a vu que c'était très compliqué. Je les mettrais pas gagnants devant Denver si jamais ils doivent affronter Denver. Mais je serais quand même... En fait, je serais évidemment très choqué s'ils vont en finale NBA. Je serais étonné s'ils vont en finale de conf. Et je serais plutôt satisfait pour eux s'ils passent déjà un tour de playoff parce que c'est la conférence Ouest, hein. Pour passer un tour de playoff, franchement, il faut y aller. Donc je pense que si déjà ils passent un tour de playoff, c'est déjà pas mal. Donc ouais, le pari pas trop... Ouais, le pari qui passe, c'est demi-finale de conf, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, ils vont se faire passer par Denver dans leur conférence et qu'ils finiront pas deuxième, même si Denver a joué énormément de matchs faciles aussi, là depuis 1 mois et demi, donc probablement que le calendrier doit se tendre un peu. Ils ont un petit matelas sur Houston qui cale un peu, on verra si ça repart, mais je serais pas surpris qu'ils restent devant. Lakers, moi je pense que les Lakers, ça va descendre assez nettement là sur la deuxième partie de saison. Et derrière, on part de assez loin. Donc effectivement, voir les Grizzlies top 3, ça me surprendrait pas. Ce qui veut dire que derrière, ils peuvent se retrouver, tu vois, à jouer contre premier tour Minnesota ou Clippers. Et là, déjà, ça peut être compliqué, tu vois. Mais je les vois bien passer un tour. Le deuxième tour contre Denver, pourquoi pas, ça pourrait passer. Mais je pense vraiment que quand ils jouent Thunder, ils prennent 4-0, quoi. Pour le coup, et que ça peut être vraiment très très compliqué. Donc t'as un espèce d'impression de oui, tu peux aller chercher peut-être la finale de conf, mais le Thunder a l'air tellement loin des autres en fait que t'en es presque à te dire à quoi bon, quoi. C'est pas hyper enthousiasmant ce que je décris, mais Ouais, je pense que... Autant je pense qu'il y a des équipes qui peuvent faire chier un peu le Thunder, comme Denver, comme Dallas à nouveau, même s'il n'y a plus Luka. Mais je pense que Memphis, j'ai du mal à croire qu'il fasse ne serait-ce que chier OKC, quoi. Je pense que si déjà il y a 4-2, c'est déjà énorme, quoi. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vous propose qu'on conclue là-dessus. C'était assez cool. On espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette équipe de Memphis, puis à poser vos questions dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi que vous trouvez normalement dans les différents éléments de YouTube, Spotify, normalement dans le commentaire. Vous devez la voir. Et puis surtout, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!